Messieurs les ministres sont venus l'année dernière. Ils se sont engagés, des choses ont été réalisées, et il faut qu'on ait cette approche de bilan pour mieux construire ensemble. Mais je sais que la méthode et l'approche travail et action avec ces deux ministères a beaucoup évolué. Il y aura d'autres propositions à la fin de cette séquence, mais on va démarrer déjà, dans un premier temps, avec Si Ben Chaboun. Donc je sais que c'est le grand oral, hein, on va l'appeler ça comme ça. Si Ben Chaboun. Rappelons-nous, Si Ben Chaboun était des nôtres il y a un an. Lorsqu'il est monté sur scène l'année dernière, ça faisait à peu près 40 jours ou 60. Un peu moins. Moins, voilà. Il est venu au bout de quelques semaines et il a pris des engagements. Ça veut dire que si on fait un rapport, après un an d'exercice, il va prendre encore plus d'engagements. Alors, Si Ben Chaboun, première question, par rapport à tous les engagements que vous avez pris, que ce soit sur les délais de paiement, les déblocages au niveau de la TVA, sur le financement des PME, mais aussi tout le travail qui a été réalisé pour réformer notre fiscalité. Quel est le bilan aujourd'hui? Bien. D'abord, Monsieur le ministre, Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la CGM, Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. D'abord, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, et puis je me réjouis de pouvoir vous retrouver après justement une année, ici même, dans ces locaux, et après avoir pris effectivement un certain nombre d'engagements dont vous avez rappelé quelques-uns tout à l'heure dans votre question. Je vais essayer d'être extrêmement concis et précis et donc vous épargner tous les discours qui pourraient contextualiser aussi bien au niveau international qu'au niveau national, pour aller directement vers, comme vous dites, un peu le bilan des réalisations, et j'espère qu'on aura également l'occasion tout à l'heure de parler des perspectives et des réformes qui sont engagées par les pouvoirs publics. Alors d'abord, par rapport aux 3 ou 4 sujets que vous avez évoqués, je vais les prendre peut-être dans l'ordre que vous avez énuméré. La problématique des crédits de la TVA est un sujet, comme vous le savez, qui commençait à peser de manière assez lourde sur la trésorerie des entreprises, et les arriérés qui étaient entassés au fil des années et qui ont culminé à près de 40 milliards de dirhams durant l'année 2018, il fallait prendre des engagements pour, d'une part, solder ce passif définitivement, et surtout revenir à une certaine normalité pour ce qui concerne les nouveaux dossiers, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2019, pour que les remboursements se fassent dans le cadre des délais réglementaires. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Ce qu'on peut dire de manière extrêmement ramassée, c'est qu'à fin 2018, ce sont 33 milliards de dirhams qui ont été remboursés aux entreprises dans le cadre de l'opération qui a été montée avec le système bancaire, dans l'opération de factoring. Et depuis le début de l'année à ce jour, on va dire jusqu'à fin août, le rythme de remboursement de la TVA est le double de celui de l'année dernière. Nous sommes à peu près à fin août à 8 milliards de dirhams contre un peu moins de 4 milliards de dirhams l'année dernière. Et ça fait un rythme qui était d'ailleurs programmé au niveau de la loi de finances 2019, c'est-à-dire un rythme de 1 milliard de dirhams par mois de remboursement. Donc voilà, globalement, ce dossier est en train de revenir à une certaine normalité. Tout à l'heure, si on évoque la fiscalité, on va voir que nous allons en plus inscrire en dur dans la loi cadre de la fiscalité le principe de la neutralité de la TVA. Et ce principe de la neutralité de la TVA et de la suppression du butoir fera que ce genre de soucis ou ce genre de problème ne se reproduira plus à l'avenir. Deuxième sujet, les délais de paiement. Alors, le sujet des délais de paiement est évidemment un peu plus complexe et ne peut pas être traité de façon aussi efficace dans un délai assez court. Mais globalement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si on veut faire le bilan sur une année, c'est que les délais de paiement ont baissé de façon significative pour ce qui concerne les marchés publics. Nous sommes passés à fin 2017 de 80 jours à aujourd'hui une moyenne de 35 jours. Et pour ce qui concerne les établissements et entreprises publiques, la baisse est moins importante. J'ai reçu hier les chiffres à fin juin.
À fin 2017, nous étions à 78 jours en moyenne. Ce sont des moyennes, évidemment, il y a les moyennes cachent les extrémités. Mais la moyenne qui était de 78 jours à fin 2017 est passée à fin juin 2019 à 55 jours. Donc on a une baisse relativement importante, mais moins importante que celle que nous avons dans les marchés publics. Et la raison est simple, c'est que les établissements et entreprises publiques connaissent des situations différenciées, et donc le traitement de ces dossiers doit se faire à deux niveaux. D'abord des actions, on va dire, à court terme en matière de suivi, en matière de pression exercée par la direction des établissements et entreprises publiques au sein du ministère pour que justement l'observatoire soit alimenté, l'observatoire qui est présidé par le ministère et par la CGEM, l'observatoire des délais de paiement, et pour que sur un horizon plus moyen terme, les difficultés structurelles d'un certain nombre d'établissements publics soient traitées dans le cadre d'une révision du modèle économique de ces mêmes établissements. Et c'est ce que nous avons fait durant les 12 derniers mois, où établissement par établissement, nous avons commencé évidemment par les plus stratégiques et les plus importants en matière d'enjeux. Et ce que je peux vous annoncer, c'est que sur la base des premiers éléments et des premiers contrats-programmes qui sont en train d'être élaborés, pour certains ils sont déjà finis, il y aura des liquidités importantes qui vont être injectées ou récupérées par ces établissements, et les principaux établissements à l'origine des délais moyens de paiement élevés vont faire en sorte que cet indicateur va s'améliorer significativement durant les 6 prochains mois. Pour le troisième point, que vous avez évoqué et qui concerne les mesures d'accompagnement de la PME, j'avais effectivement annoncé une réflexion sur la refonte globale du système de garantie de la PME. Et l'idée principale était de faire en sorte qu'on puisse travailler dans le cadre d'une simplification du système de garantie de la PME, qui est aujourd'hui géré par la Caisse centrale de garantie, et dans le sens de regroupement pour une facilité de lecture des produits qui sont offerts et présentés à la PME, et deuxièmement pour relever les plafonds qui sont en cours à l'époque. Alors, ce travail a été fait, puisque nous sommes passés de 12 produits qui étaient présentés par la CCG à la PME à 2. Globalement, un produit qui permet d'accompagner ou de garantir l'investissement et un produit qui permet de garantir le cycle d'exploitation, c'est-à-dire le BFR. Donc, ces 2 produits ont été mis en place en début février 2019. Nous avons signé évidemment avec la CGEM et les principaux partenaires bancaires et la CCG. Et depuis lors, les résultats sont extrêmement encourageants. Alors, je vous donne 2 chiffres. Le premier qui concerne le nombre d'entreprises qui a bénéficié de la garantie CCG a augmenté de 180% entre juillet 2019 et fin août 2019 par rapport à la même période l'année dernière. Et donc nous sommes dans une perspective de clore cet exercice, de clôturer cet exercice en dépassant les objectifs qui étaient prévus, c'est-à-dire nous devions passer de 11 000 à 22 000 pratiquement entreprises accompagnées. Finalement, nous finirons l'année à près de 25 000 entreprises. Et nous avons prévu pour l'année prochaine de passer donc à 35 000 PME accompagnées par la Caisse centrale de garantie. La deuxième chose, c'est que les montants de crédit qui sont garantis par cette Caisse centrale a augmenté également à 2 chiffres depuis le début de l'année, et nous sommes confiants sur le fait que nous allons pouvoir continuer dans cette direction pour les mois à venir. Le quatrième point, peut-être je finirai là-dessus, c'est s'agissant de la fiscalité. La fiscalité, évidemment, j'avais annoncé que nous avions besoin de se pencher en profondeur sur notre système fiscal et que pour cela, nous allons nous engager dans une démarche participative à travers la préparation d'assises nationales de la fiscalité. Alors, c'était les 3e assises nationales de notre pays pour ce domaine.
Et nous comptions nous différencier par rapport à ce qui s'est passé jusqu'alors par le fait que ces assises devaient déboucher sur une loi cadre, contrairement à ce qui a été fait par le passé, où nous débouchons sur des recommandations. Ces recommandations n'étaient pas contraignantes. Cette fois-ci, les 78 recommandations qui étaient rendues publiques, quand on a tenu les assises les 3 et 4 mai derniers, eh bien, ils ont inspiré le projet de loi cadre qui est en cours de finalisation. Et évidemment, cette loi cadre va permettre d'encadrer ou de devenir le référentiel de préparation des lois de finances. Et comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de principes qui aujourd'hui manquent en termes de formalisation, qui s'inspirent des bonnes pratiques en matière de gouvernance fiscale, vont être évidemment inscrites en dur dans cette loi cadre et vont permettre de faire en sorte que progressivement, notre pays va converger vers ce qu'on appelle les bonnes pratiques de gouvernance fiscale. Oui. Je vais partager un micro. Non, c'est bon, là, cette fois-ci. Merci, Sibon Chaboun, pour ces déclarations. Nous pouvons témoigner au sein de la CGM que le travail qui a été fait dans le cadre des assises de la fiscalité a été un travail exemplaire. Nos équipes, au sein de la CGM, il y a une commission qui a été dédiée, l'approche, la méthodologie, la rigueur, la transparence et l'état d'esprit qui a amené réellement les acteurs publics de l'autre côté, au niveau de la direction des impôts et tous ceux qui l'ont accompagné, à venir à notre place, et nous nous sommes mis à la leur, et les choses se sont mises en place, et vous avez un dossier aujourd'hui qui est déposé. Une des contraintes que nous vivons dans l'ensemble des projets que nous développons ensemble est celle du délai d'exécution. Nous espérons que cette loi va être votée en octobre, parce que si c'est au-delà, ça veut dire qu'elle n'est pas opérationnelle. Et j'en profite pour attirer l'attention sur ou interpeller, Monsieur le Ministre, sur la mue qu'opèrent un certain nombre d'organismes publics dans leur manière de gérer le rapport avec les citoyens ou les entreprises, en intégrant le digital, en intégrant le service, une orientation vers le public, avec une approche de facilitation, de compréhension. Vous me direz, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire. D'abord, comment est-ce que le ministère, dans ce dispositif, va accélérer le processus de validation des lois, des process, va améliorer la qualité du rapport avec les citoyens, et enfin, bien entendu, toutes les personnes qui sont venues ici sont en attente de vos engagements qui vont au-delà d'engagements minimum standard ou du SMIC. Ils veulent aller plus loin. 3 ou 4 idées, 3 ou 4 engagements forts qui vont leur permettre de dire oui, mon business plan va être amélioré, mes conditions d'accès au financement, les rapports avec mon banquier, tous ces éléments qui font que l'entreprise a de la visibilité. Merci pour toutes ces questions. D'abord, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience du train de réforme qui est engagé par les pouvoirs publics sous l'impulsion de Sa Majesté, s'agissant de l'encouragement de l'acte d'investir. Les derniers discours de Sa Majesté sont très clairs là-dessus, et le gouvernement, évidemment, est mobilisé suivant différentes composantes pour ce faire. Je crois qu'il est utile de rappeler quelles sont ces réformes qui sont engagées par les pouvoirs publics pour prendre conscience des changements qui sont attendus au niveau de l'environnement d'affaires marocain. D'abord, il y a Moulay Hafid qui va certainement tout à l'heure parler de la nouvelle charte d'investissement sur laquelle il travaille depuis longtemps. Il y a tout le travail qui a été demandé au gouvernement pour, initié depuis le discours du trône de 2018 par Sa Majesté, et qui consiste à simplifier les procédures d'investissement de manière générale et les démarches administratives, en particulier s'agissant des opérateurs économiques. Alors, il y a 3 réformes
qui sont en train d'être conduites et qui vont être opérationnelles dans les mois à venir. La première, c'est la réforme. Mois à venir, dans les mois à venir, c'est-à-dire, je vais vous donner les agendas. D'abord, la réforme des centres régionaux d'investissement. C'est une réforme qui est presque aboutie, qui, avant la fin de l'année, sera opérationnelle. Elle consiste évidemment à transformer les centres régionaux d'investissement en établissements publics, à créer une commission régionale unifiée pour l'investissement et qui, évidemment, va consacrer un rôle important au CRI, mais avec des décisions beaucoup plus rapides et plus faciles, parce qu'aujourd'hui, l'unanimité est requise, alors que demain, ce sera des décisions prises à la majorité. La deuxième chose, et ces trois réformes sont complémentaires et intégrées, la deuxième réforme, c'est celle qui, ce qu'on appelle le choc de simplification des procédures. On pourrait l'appeler ainsi, et ça a été demandé par Sa Majesté dans son discours il y a un an, où il y a un délai au-delà duquel la non-réponse de l'administration vaut accord. C'est la loi du silence, si on veut l'appeler, où silence vaut accord. Et donc cette loi est là encore prête et sera opérationnalisée bientôt. Et la troisième réforme, qui est également conduite dans le même package, c'est la déconcentration administrative. Elle a été, là encore, rappelée dans le dernier discours de Sa Majesté du mois d'août 2019, et cette déconcentration est en train d'être conduite et déclinée par le gouvernement département par département. Les grands départements ministériels sont déjà passés, et donc nous sommes en train de finaliser cette déconcentration administrative qui va permettre d'accompagner au plus près les investisseurs avec des décisions qui seront prises localement. Donc voilà un package de réformes qui est conduit. De l'autre côté, pour ce qui est conduit directement par le ministère de l'Économie et des Finances, évidemment, on peut revenir sur les points dont on a parlé tout à l'heure, mais pour ce qui concerne, par exemple, l'accompagnement de la PME. Pour ce qui concerne l'accompagnement de la PME, il y a évidemment les résultats que j'ai rappelés tout à l'heure, qui nous encouragent à amplifier ce qui a été fait jusqu'à présent, de manière à ce que les actions qui sont entreprises puissent avoir un impact significatif sur l'économie dans son ensemble. Parce que si on accompagne une centaine de PME, c'est une chose, mais si on accompagne, comme on vient de le dire, 35 000 ou 40 000 PME, là, l'impact, évidemment, sera plus important. Donc, on va dégager les moyens nécessaires pour accompagner davantage de PME et donner les moyens nécessaires, puis évidemment, à la Caisse centrale de garantie pour ce faire. De l'autre côté, il y a une conviction aujourd'hui sur la nécessité de faire en sorte que le secteur privé puisse jouer un rôle beaucoup plus important que par le passé. Et pour ça, je vais juste vous parler de ce qui est en cours en matière de réforme ou de loi dans le pipe. Il y a une modification de la loi sur le partenariat public-privé qui va permettre d'ouvrir le champ de ce qui est possible aujourd'hui, notamment par exemple aux collectivités locales, mais également de rendre public sur un programme pluriannuel tous les programmes de partenariat qui sont prévus. Mais ce qui est aussi à signaler dans ce cadre, c'est que cette volonté rencontre l'intérêt de notre pays. Ça a été rappelé dans le discours du président tout à l'heure, c'est que le Maroc, sur les 20 dernières années, a engagé un effort important en matière d'investissement public dans les infrastructures et notamment pour avoir justement un réseau autoroutier, par exemple, de classe mondiale, avoir des infrastructures de manière générale qui sont de haut niveau, mais que les priorités de demain doivent être orientées également vers l'investissement dans le capital humain, dans la réduction des inégalités, dans tout ce qui relève du domaine social comme l'éducation et la santé. Et donc, le fait d'orienter les budgets d'investissement dans ce cadre nécessite non pas d'arrêter les investissements publics, mais de les faire autrement, et donc d'envisager des mécanismes innovants pour financer ces investissements, et pas uniquement le budget de l'État. Et le partenariat public-privé, la recherche de partenaires au niveau de l'international, offre de formidables opportunités pour que non seulement l'investissement se fasse, mais qu'il laisse quelque chose au Maroc qui permet de développer de nouveaux métiers qui, demain, pourraient même se positionner à l'export.
Alors, dernière chose, peut-être puisque vous avez parlé de la fiscalité, il y a évidemment la loi cadre. Notre objectif, évidemment, est à ce que la loi cadre de la fiscalité accompagne la loi de finances 2020. Et la loi de finances 2020 sera, évidemment, la première loi de finances qui aura comme référence cette loi cadre. D'accord? Donc, ce qui n'est pas encore tranché, parce qu'il y a des arbitrages qui ne sont pas encore rendus, ce qui n'est pas encore tranché, c'est qu'est-ce qu'il convient de mettre, évidemment, dans la loi cadre et qu'est-ce qu'il convient de mettre dans la loi de finances. Ce qui est certain, c'est que tous les principes de bonne gouvernance fiscale seront, une bonne fois pour toutes, inscrits en dur dans la loi cadre. Et puis, maintenant, restent les objectifs. Est-ce qu'il faut les mettre au niveau de la loi de finances? Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on va arbitrer bientôt. Donc, Sybille Chabot, on retient que la loi de finances 2020 va être intégrée dans une démarche qui est intégrée dans la loi cadre. Ça veut dire que le vote de cette loi se fera le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, dernière question, et celle-ci est peut-être directe. Vous étiez dans le privé il y a quelque temps, vous êtes aujourd'hui dans le public. Quel est le regard que vous avez sur les deux? Et est-ce que vous seriez prêt à un changement de méthode aussi dans le rapport dans la négociation avec les autres acteurs, notamment la CGM, avec par exemple un workshop pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours s'il le faut, vos directeurs ensemble, et vous, les patrons, la CGM, tous ensemble dans un lieu, et ne sortant de là qu'après avoir bouclé tous les dossiers. Les réunions, les cases à rabat, c'est une chose. Je pense qu'il y a de la concentration, un changement de méthode. Est-ce que vous seriez prêt à... Évidemment, cela à vos frais, vous êtes ministère des Finances. Alors, bien sûr, pour les frais, je commence par la fin, on peut instaurer une taxe parafiscale spécifique pour l'événement. Elle existe déjà, il en existe tellement. Bien, d'abord, effectivement, ça fait 1 an que j'ai quitté le domaine bancaire. J'ai l'impression que ça fait 10 ans. Parce que, effectivement, au sein du ministère de l'économie et des finances, les dossiers sont nombreux, les sujets sont passionnants. Et évidemment, je voudrais surtout souligner, puisque vous m'en donnez l'occasion, appuyer la qualité des hommes et des femmes qui composent ce ministère, qui sont de grande qualité et qui nous accompagnent dans ce travail. Franchement, changer de méthode pour aller de l'avant est le bienvenu. Je crois que pour avoir vécu des deux côtés, ce qui est important à souligner, c'est que il y a des hommes formidables des deux côtés. Et il y a de la volonté des deux côtés. Ce qu'il faut, c'est multiplier les canaux et trouver effectivement les meilleures formules pour que la communication s'établisse. Parfois, c'est simplement ce qui est conçu ne convient pas. Il ne convient pas parce qu'on n'a pas envie que ça convienne, mais parce que il y a d'un côté des fonctionnaires qui conçoivent les choses d'une certaine manière, et puis il y a la réalité du terrain qui est peut-être un peu lointaine pour eux, et donc il faut que les gens se retrouvent pour adapter et ajuster les choses. Comme je vous ai dit, par exemple, les outils d'accompagnement de la PME, si on reprend cet exemple, existaient, mais il fallait les adapter un peu plus, les simplifier pour que ça soit accessible aussi bien pour la banque qui va présenter cet outil. Comment on va présenter 12 produits à une même PME? C'est quand même plus simple de lui dire vous voulez investir ou vous voulez juste financer votre cycle d'exploitation, et on a les 2 produits. C'est facile pour le banquier, c'est facile pour la PME, et donc résultat, il y a tout de suite eu davantage de donc il faut qu'on se retrouve plus ou moins. S'il faut changer de méthode, bien sûr, je suis prêt. Ou quand vous voulez, juste, je dois passer 5 ou 6 lois, je les rappelle. Je dois passer la loi cadre de la fiscalité avant la fin de l'année, la loi de finances évidemment, la loi de règlement, et puis la loi des partenariats publics-privés que je viens d'évoquer, et la loi sur le crowdfunding. Je n'ai pas eu l'occasion de l'exposer, mais le crowdfunding aussi a été adopté par le gouvernement, et il faut qu'on la passe au niveau du Parlement. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Sybille Chabot.